la leçon 16, nous avions commencé à parler de l'inférence statistique. Et nous avions dit qu'à partir de là, on allait travailler sur deux directions. Une première direction concernant l'estimation et une autre concernant les tests d'hypothèse. La leçon 17 était consacrée essentiellement à l'estimation. À partir de maintenant, nous allons commencer à parler des tests d'hypothèse. Bien évidemment, nous n'allons pas complètement abandonner l'estimation puisqu'il va nous accompagner au fur et à mesure que nous parlons des tests. Mais je crois que l'essentiel a été dit dans la leçon 17. Alors, cette leçon va se limiter à une introduction. Puis, plus tard, nous allons commencer à traiter des situations plus ou moins différentes pour essayer de couvrir dans la mesure des possibles les différents problèmes pratiques qui se posent en statistique, bien évidemment, à notre niveau. Il y aura certainement des problèmes beaucoup plus sophistiqués, mais qui vont dépasser nos capacités et nos moyens mathématiques à ce niveau-là. Donc, je crois que l'essentiel sera dit, mais dans la mesure du possible et selon les moyens mathématiques dont nous disposons. Donc, introduction au test d'hypothèse. Dans un premier temps, nous allons définir ce que c'est qu'un problème de test d'hypothèse et essayer de définir les principes d'un problème de test d'hypothèse. Puis viendra, une fois le problème de test défini, les règles de décision, c'est-à-dire le dispositif sur lequel nous allons nous appuyer pour prendre une décision, c'est-à-dire retenir une hypothèse avancée ou la rejeter selon ce que disent les données à son propos. Alors, problème de test d'hypothèse. Comme dans les problèmes d'estimation, toujours, on considère un échantillon aléatoire, Y1, Y2 jusqu'à Yn. La distribution de chaque YI est connue, sauf pour un paramètre θ inconnu dans un ensemble θ. On l'avait déjà dit, faisant partie de R ou au maximum de R2. D'autres problèmes plus complexes peuvent se poser, mais nous allons nous limiter à ce genre de problème assez simple. L'essentiel, c'est de comprendre le principe et la généralisation à des situations plus complexes ne sera pas difficile. Alors, on peut avoir par exemple les observations normales mu sigma carré. Et dans ce cas-là, notre θ serait mu sigma carré, le couple mu sigma carré. Mais au lieu d'estimer une fonction de gθ, qui peut être mu ou sigma carré, ou même la racine carrée de sigma carré, sigma, on cherche plutôt à vérifier une hypothèse sur gθ du genre gθ est dans un intervalle J bien défini. Je crois qu'on a eu déjà l'occasion, dans le chapitre inférence statistique, d'introduire de manière simple ce problème de test, mais là, nous allons être un peu plus précis, puisque c'est notre objectif dans ce chapitre. Alors, un exemple. Exemple 1, on lance une pièce de monnaie n fois. YI, la variable aléatoire de Bernoulli, associée à la ième lancée, avec petit p, la probabilité que YI est égal à 1, ça veut dire la probabilité qu'on observe pile. L'hypothèse à tester est H, on va l'appeler H, cette hypothèse-là, P est égal à 1,5, qui signifie que la pièce est équilibrée. Donc, ce que nous nous proposons de faire dans cet exemple, c'est démarrer d'une pièce de monnaie et vérifier est-ce qu'elle est équilibrée ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'elle n'est pas truquée, est-ce qu'elle donne autant de chances pour pile que pour face, c'est-à-dire 1,5. Donc ça, c'est l'objectif dans cet exemple. Alors, le rejet de cette hypothèse H, c'est-à-dire rejeter l'hypothèse, ça veut dire que la pièce n'est pas équilibrée, sera en faveur d'une hypothèse dite alternative qu'il faut spécifier. Donc, l'hypothèse étant
P est égal à 1,5, ça veut dire la P est équilibrée. Maintenant, il faut qu'on se décide aussi de préciser ce que c'est que l'hypothèse alternative. Si jamais cette hypothèse-là n'est pas vraie, c'est quoi qu'on a? Alors, si on soupçonne que la pièce a tendance à favoriser pile par rapport à face, l'hypothèse alternative dans ce cas est, notez K1, P supérieur à 1,5. Donc, l'hypothèse à tester, c'est que la pièce est équilibrée. L'alternative ici est basée sur un soupçon, c'est-à-dire que nous avions constaté que peut-être cette pièce a tendance plutôt à favoriser pile que face, et donc nous avons une hypothèse contre une alternative. L'hypothèse, c'est que la pièce est équilibrée, l'alternative, c'est qu'il favorise face, et alors, l'hypothèse A, c'était P est égal à 1,5, et l'alternative K1, c'est P supérieur à 1,5. Si on n'a aucune idée sur la pièce, l'hypothèse alternative est K2, P différent de 1,5. Donc, si je vais utiliser une pièce pour la première fois, et l'objectif toujours, c'est de vérifier qu'elle est équilibrée, si je n'ai aucune information pour soupçonner quoi que ce soit, si elle n'est pas équilibrée, elle est déséquilibrée. Et déséquilibrée, ça veut dire qu'elle favorise pile par rapport à face, ou le contraire. Donc, pour moi, si l'hypothèse P est égale à 1,5 n'est pas retenue, l'alternative serait P différent de 1,5, tout simplement. Alors, le problème de tester H contre K1 est dit unilatéral. Celui de tester H contre K2 est dit bilatéral. Donc, si vous voulez, l'unilatéral, c'est que l'hypothèse, c'est P est égal à 1,5, et l'alternative, c'est l'ensemble des valeurs d'un côté de 1,5, donc P supérieur à 1,5. Le cas bilatéral, toujours P est égal à 1,5, mais l'alternative, elle est de part et d'autre de 1,5, donc différente de 1,5. Elle peut être inférieure comme elle peut être supérieure, et c'est pour ça qu'on parle de bilatéral. Alors que dans le premier cas, on parle d'unilatéral, puisqu'il y a un soupçon qui fait que nous pensons que si jamais elle n'est pas équilibrée, elle aura tendance plutôt à favoriser pile. Alors, le problème étant défini, les deux alternatives possibles à ce niveau-là, on les a plus ou moins spécifiées. Maintenant, il ne reste qu'à définir la règle de décision qui va nous permettre de trancher et de dire si notre pièce est équilibrée ou pas, et selon l'alternative qu'on aurait fixée. Alors, une fois l'hypothèse H et l'hypothèse alternative K sont bien spécifiées, on définira une règle de décision qui va nous permettre de décider entre ces deux hypothèses. Donc, une règle de décision, c'est tout simplement un certain dispositif qui va nous permettre de retenir l'hypothèse à tester ou de la rejeter en faveur d'une alternative qu'on aurait aussi spécifiée d'avance selon la situation en main. Alors, une règle de décision consiste tout simplement à choisir une statistique T, puis partager convenablement l'ensemble de ces valeurs en deux régions A et R. Donc, deux choses qui sont avancées ici, c'est le choix d'une statistique T, puis considérer l'ensemble de ces valeurs possibles, bien évidemment, et de le partager, de le partitionner en deux zones A et R. Après avoir fait ça, une fois l'échantillon est observé, nous avons donc une valeur observée de T, puisque T est fonction de l'échantillon. Alors, si la valeur observée petit t de T est dans A, alors on accepte H. Sinon, on rejette H en faveur de K. Donc voilà, nous avons un partage de l'ensemble des valeurs possibles de T, d'abord le choix de T, l'ensemble des valeurs possibles de T est partagé en deux, une partie appelée A et une partie appelée R. Si le petit t, valeur observée de grand T, est dans A,
on va accepter l'hypothèse H. Si le petit t n'est pas dans H, il est automatiquement dans K, dans R, puisque H, A et R est une partition de l'ensemble des valeurs possibles de t. Et dans ce cas-là, c'est l'alternative K qui est à retenir. Donc A est dite zone d'acceptation de H. R est dite zone de rejet, toujours de H. Donc, si vous voulez, nous allons toujours nous référer à H, et si jamais notre petit t est dans A, on accepte H. Si notre petit t n'est pas dans A, il est dans R, on rejette H, donc on accepte K. Voilà donc la règle. Il suffit maintenant de bien définir cette partition et de voir comment choisir la statistique T. Alors, dans l'exemple de la pièce, un choix intuitif de la statistique T est la moyenne Y bar des observations, c'est-à-dire la fréquence de piles dans l'échantillon. Pour le moment, il n'y a rien de mathématique qui nous permet de choisir une telle statistique, mais c'est tout simplement notre flair, notre bon sens, notre intuition qui nous permet que nous avons une pièce de monnaie, nous doutons si elle est équilibrée ou pas, nous voulons le vérifier et nous allons nous baser sur la fréquence d'apparition de piles dans un certain nombre de lancers, et c'est cette fréquence qui va nous donner une idée, comme elle l'a déjà fait dans la partie estimation. Maintenant, dans la partie test, c'est cette fréquence-là sur laquelle nous allons nous baser pour décider est-ce que notre pièce est équilibrée ou pas. Et bien évidemment, dans le cas où pas, il y a deux possibilités, soit qu'elle n'est pas équilibrée parce qu'il favorise plus pile que face, soit qu'elle n'est pas équilibrée tout simplement. Alors, il est clair que des grandes valeurs observées de T présentent une évidence contre H. T, rappelez-vous, c'est une proportion. C'est la fréquence des piles dans l'ensemble des lancers qu'on a décidé de faire dans l'expérience. Donc, si on a un grand nombre, une grande proportion de piles, ça favorise un petit peu le soupçon que nous avions évoqué tout à l'heure. Ça veut dire que notre pièce, elle est déséquilibrée. Donc, en fin de compte, ce sont des grandes valeurs observées de T qui vont constituer pour nous une évidence contre l'hypothèse H avancée. Alors, si P était égal à 1,5, alors NT, qui est la somme des observations, puisque T c'est la moyenne, est une binomiale N 1,5, parce que P était égal à 1,5. Et alors, la probabilité sous ce choix de P, que T soit égal à 1,5, c'est la probabilité sous 1,5 que la somme des YI est égale à N sur 2, puisque là on a multiplié les deux membres par N, puisque NT c'est la somme des YI. Ceci est égal à 0 si N est impair, parce que si N est impair, ceci n'est pas un entier. Et cette somme-là est toujours entière, donc c'est 0. Si N est pair, dans ce cas-là, la valeur M qui est égale à N sur 2, c'est un entier. Et on a la probabilité sous 1,5 que T est égal à 1,5, c'est ceci, la formule traditionnelle que nous avions déjà adoptée pour une variable aléatoire binomiale, calculée ici et simplifiée pour nous donner cette valeur. Donc, la probabilité sous 1,5 que T est égal à 1,5, c'est cette quantité-là. Pour une valeur précise de M, donc de N, puisque après tout, M c'est N sur 2, ceci deviendra un nombre bien connu. Pour le moment, nous ne voulons pas fixer cette valeur, nous la laissons générale. L'essentiel, c'est de voir un petit peu comment les choses vont évoluer. Alors, choix pour se fixer un petit peu les idées. Si je prends n égale à 16, c'est un nombre pair. Cette probabilité, celle que je venais d'écrire avec des factoriels de m, est 0,1965. Ça veut dire presque 20%, 0,2. La probabilité sous 1,5 que t est différent de 1,5, c'est 0,8035.
0,8035. Alors, très important, ceci, ce ne sont pas des chiffres pour des chiffres, c'est des chiffres pour illustrer quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on veut illustrer? Nous avons une pièce. Nous supposons qu'elle est équilibrée, puisque nous choisissons P est égal à 1,5. Nous disons que P est égal à 1,5. Bon, supposons qu'elle est équilibrée. Et calculons les chances que la fréquence dans l'expérience n'est pas 50%. Bien que la pièce est supposée équilibrée, les chances que la fréquence des piles dans l'échantillon ne soit pas 1,5, 50%, c'est tout de même quelque chose d'énorme. C'est 0, à peu près 8. Donc, dans 80% des cas, elle ne sera pas exactement 1,5. Donc, il faut faire attention à cette expression. Elle est révélatrice du fait que même si notre pièce a été équilibrée, les chances que notre fréquence dans l'échantillon ne soit pas 1,5, c'est tout de même 0,8 à peu près. Bien que la pièce est supposée équilibrée. Donc, on peut vérifier que pour cette même pièce qui est équilibrée, puisque nous choisissons P est égal à 1,5, la probabilité que la fréquence dans l'expérience dépasse 1,5, c'est tout de même 0,4, c'est 40%. Donc, encore une fois, pièce équilibrée, mais les chances que la fréquence observée dépassera 50%, c'est tout de même 40% de chance. Alors, ceci nous suggère de rejeter H en faveur de K1 quand ce T moins 1,5 est plus grand qu'une constante C1. Alors, qu'est-ce qu'elle nous apporte, cette constante C1? On aurait aimé mettre un 0 là-bas et dire qu'on rejettera quand la fréquence dépasse 1,5 pour dire que, effectivement, la pièce favorise plus pile que face. Mais nous avions vu les chances que ce témoin 1,5 là soit supérieur à 0, c'est quand même 40%. Donc, nous sommes emmenés plutôt à retenir le fait que nous allons rejeter H en faveur de K quand le T est grand, mais nous n'allons pas nous contenter de le rejeter quand T est supérieur à 1,5. Nous allons aller un petit peu plus loin que 1,5. Donc, c'est ce que nous sommes en train de suggérer ici, à ce niveau-là, en adoptant cette constante C1. Bien évidemment, vu la nature de T, qui est une fréquence, le choix de C1 serait entre 0 et 1,5. Parce que sinon, si on choisit un C1 qui est en dehors de ça, on serait tout le temps en train de rejeter ou tout le temps en train d'accepter. Donc, c'est une règle à sens unique. Nous ne voulons pas une règle à sens unique, nous voulons une règle qui va nous permettre, en nous basant sur les données, de prendre une décision ou une autre, mais pas systématiquement une seule décision. Et c'est pour ça que nous devons choisir un C1 entre 0 et 1,5. On verra comment ce choix va s'opérer plus tard. Alors, cette probabilité, maintenant, supposez que j'ai une certaine façon de choisir cette constante C1 et que je l'ai fait. Le C1 étant donné, je vais m'intéresser à calculer la probabilité sous 1,5 que T moins 1,5 supérieur à C1. Et je l'appelle A ou alpha. Et la probabilité de rejeter H alors qu'elle est vraie. Je vais revenir sur ça pour expliquer ça. Et ça, c'est quelque chose de crucial, il faut le comprendre. Le 1,5 qui est là signifie que je suppose que P est égal à 1,5. Et je me suis dit que je vais rejeter cette idée-là si jamais le T moins 1,5 est supérieur à C1. Donc, ce qui est entre parenthèses, c'est l'événement rejeter H. Mais la probabilité étant calculée sous H, en supposant H. Donc maintenant, c'est la probabilité de rejeter H alors qu'elle est vraie. C'est une erreur. Cette quantité-là, ce alpha, quantifie une erreur. C'est-à-dire l'erreur de dire que H n'est pas vrai alors qu'elle est vraie. Alpha est dite erreur du première espèce. Donc, voilà une première erreur, c'est celle
qui consiste à rejeter H alors qu'elle est vraie. Et alors, toute erreur doit être réduite au maximum. Pour réduire alpha, avec n fixe, on ne touche pas au nombre d'observations, on le garde tel qu'elle est, il faut croître C1. Donc il faut choisir un C1 un peu plus grand. Donc, si je diminue C1 ici, cet événement va s'élargir et cette probabilité-là va augmenter. Si j'augmente le C1, cet événement va se réduire et cette probabilité-là va diminuer. Donc, pour réduire cette erreur-là, pour n fixe, il faut augmenter C1. Donc voilà. Maintenant, nous voyons que nous avons une erreur et nous avons le moyen de la réduire. Donc il suffit d'augmenter C1. Jusque-là, tout semble marcher très bien. Alors, maintenant, pour un P qui est supérieur à 1,5, c'est-à-dire une valeur de P qui caractérise l'alternative. Je vais calculer la probabilité T moins 1,5 inférieur ou égal à C1 sous ce P. Ça veut dire que le T, le NT, N fois T, qui est la somme des Y et qui est supposé être binomial, avec un paramètre P, le P sera choisi, la valeur qu'on aurait pris supérieure à 1,5 fixe. Donc, encore une fois, ceci, c'est aussi une erreur. C'est la probabilité d'accepter H alors qu'elle est fausse. H, quand P est supérieur à 1,5, H est fausse. Mais cet événement signifie que T n'est pas grand. Donc, avec cet événement, on est emmené à accepter H. Donc là, c'est la probabilité d'accepter H alors qu'elle est fausse. C'est donc une autre erreur. Cette erreur-là, on l'appelle erreur du deuxième espèce. Erreur de première espèce, c'est l'erreur de rejeter H alors qu'elle est vraie. Erreur de deuxième espèce, c'est l'erreur d'accepter H alors qu'elle est fausse. Donc ce sont des erreurs. Maintenant, si nous voulons réduire cette deuxième erreur, comme on l'a proposé pour la précédente, il faut plutôt décroître C1. Parce que si on croise C1 tel qu'on l'avait proposé tout à l'heure, cet événement-là va s'élargir et donc cette probabilité va augmenter et donc l'erreur va devenir plus importante. Les choses ne semblent pas être faciles. Nous sommes un petit peu coincés. Tout à l'heure, pour réduire l'erreur de première espèce, on devait croître C1. Ici, pour réduire l'erreur de deuxième espèce, on devait décroître C1. Alors, pour n fixe, on ne peut pas réduire les deux erreurs simultanément. Elles sont donc antagonistes. Ils se comportent l'une contre l'autre. Avec cette façon de réduire une erreur, c'est-à-dire ne pas toucher à n, changer le C1, quand on essaiera de diminuer une erreur, l'autre augmente et inversement. Donc, c'est un peu normal, parce que si c'était possible de les réduire simultanément, on ne serait pas en train de faire des statistiques, parce que je vous ai déjà dit plusieurs fois que les statistiques, en fait, c'est de travailler avec un échantillon faisant partie d'une grande population et de généraliser la conclusion à la population, mais là, on est face à des erreurs qu'il faut gérer. Donc, là, la réduction des deux erreurs simultanément n'est pas possible. Alors, j'espère que cette chose-là est claire. Les deux erreurs sont bien définies. Première espèce, deuxième espèce. La réduction des deux n'est pas possible simultanément si on ne touche pas au nombre d'observations. Ça, je suis clair là-dessus. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? On va privilégier alpha, l'erreur de première espèce, en exigeant qu'elle n'excède pas une valeur prescrite qu'on va noter alpha 0. Généralement, on prendra alpha 0 est égal à 0,05, c'est-à-dire 5%. Donc, qu'est-ce que nous allons faire à ce niveau-là? Puisque nous ne pouvons pas réduire les deux erreurs simultanément, nous allons faire une appréciation de la situation
et de dire quelle est l'erreur dont les conséquences sont les plus graves. Et on va s'attaquer à cette erreur-là et exiger à ce qu'elle ne dépasse pas un seuil qu'on doit se fixer de manière raisonnable, et ce seuil est en général pris de l'ordre de 5%. Ce seuil étant fixé, il ne reste maintenant qu'à choisir la constante C1. Donc la constante C1 doit être telle que l'erreur de première espèce alpha, qui est égale à la probabilité sur 1/2, ça c'est comme ça qu'on l'a défini, ne doit pas dépasser ce seuil que nous avions prescrit. Ce seuil-là, alpha 0, est dit niveau de signification du test. Donc, voilà, le C1 sera choisi de telle sorte qu'on vérifiera ceci. Vous voyez bien que avec l'inégalité, il y a plusieurs façons de choisir C1, puisque tant qu'on est avec l'inégalité, on peut choisir un C1, et si on l'augmente un petit peu, l'inégalité sera toujours vraie. Donc il y a plusieurs façons de choisir C1. Mais on peut se dire que tester H contre K, ou K contre H, représente la même chose, puisque après tout, pièce équilibrée, pièce n'est pas équilibrée. Alors pourquoi parler de H et de K? On peut intervertir les rôles et parler de K contre H. Mais cette contrainte sur l'erreur du première espèce rend le problème asymétrique. Il n'y a plus de symétrie dans notre vision des deux hypothèses, parce que nous avions choisi de rendre ce problème asymétrique en contrôlant une erreur et en essayant d'obtenir l'autre erreur la plus petite possible. Mais une des erreurs, nous ne voulons pas qu'elle dépasse 5%. Ce qui fait qu'à partir de cette contrainte, le problème n'est plus symétrique. Il n'y a pas interchangeabilité entre H et K. Alors qu'au départ, on pouvait se dire pourquoi ne pas appeler P différent de 1/2 H et P est égal à 1/2 K. Ici, la situation, j'espère qu'elle est claire, puisque nous avions adopté un seuil. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que le C1 serait défini par l'inégalité. En fait, on détermine C1 à partir de l'égalité de l'erreur et de seuil alpha 0. Pourquoi ça? Parce que si nous définissons C1 avec une inégalité stricte, on aurait une erreur de première espèce très petite. On dira tant mieux. Seulement, nous savons qu'on paye ceci par ailleurs, c'est que l'erreur de deuxième espèce va être grande. Alors, l'égalité, c'est le choix raisonnable qui permet d'abord de respecter le seuil, de ne pas le dépasser, mais en même temps d'avoir une erreur de deuxième espèce la plus petite possible. Alors, la raison est qu'avec cette égalité, l'erreur du deuxième espèce, qu'on avait appelée BP, est plus petite qu'avec l'inégalité stricte. Donc, l'inégalité comme contrainte, il vaut mieux aller vers l'égalité pour gagner sur l'erreur du deuxième espèce. Donc, maintenant, nous avons bien une équation qui va nous permettre de calculer le C1. Alors, voilà un petit exemple où on va calculer C1 avec l'égalité. Donc, cette probabilité, on remplace, on fait passer le 1/2 de l'autre côté, ainsi de suite. Alors, si cette quantité-là, je peux la mettre entre deux valeurs de K. K avec l'inégalité large ici et K plus 1 avec l'inégalité stricte ici. La probabilité qui est ici, c'est-à-dire l'erreur de première espèce T moins 1/2 supérieur à C1, c'est la probabilité que NT, qui est une binomiale, supérieure à K. Car les valeurs de NT sont entières, ça on l'a déjà dit. On peut prendre C1 tel que ceci est égal à K. Donc l'égalité ici. Et alors, le C1 serait K sur N moins 1/2. Le K, c'est celui qui va nous permettre d'encadrer cette quantité-là. Donc, K plus 1, mais toujours l'égalité stricte ici et large ici. Donc, voilà la valeur de C1 dans cet exemple. Et il suffit de trouver le K qui vérifie cette double inégalité et, à partir de là, calculer la valeur C1.
Alors, le cas, je le reprends ici, il est calculé comme une somme de probabilité que nt est égal à i, mais cette formule, on la connaît puisque nt, c'est une binomiale. Rappelez-vous que c'est la proba que nt est égal à i, c'est c i n, p à la puissance i, p c'est n demi ici, 1 moins p à la puissance n moins i, donc cette formule-là, on la connaît déjà. Alors, malheureusement, et ça, je ne laisserai pas passer inaperçu. Dans ce genre de cas où nous manipulons des variables aléatoires discrètes, c'est le cas d'une binomiale, nous ne pouvons pas toujours réaliser l'égalité de ceci avec 5%. Alors, ce que nous allons faire, c'est choisir le cas qui va nous donner cette quantité-là est la plus proche possible de alpha 0 par dessous, parce qu'il faut s'approcher de alpha 0 tout en restant inférieur ou égal à alpha 0. Après tout, c'est le seuil qu'on s'est fixé. Donc, des fois, dans le cas discret, nous ne pouvons pas réaliser l'égalité. Donc, nous allons pousser le cas au maximum jusqu'à s'approcher le mieux possible de alpha 0 et prendre la valeur qui est la plus proche possible. Alors, l'égalité peut être impossible dans le cas discret. Alors, voilà, pour n égale à 10, on a, voilà la formule à partir de ce que nous savons, la distribution binomiale, et la probabilité sous n demi que nt est supérieur à 7, c'est 0,046. Donc, nous n'avons pas encore atteint 5%. Maintenant, si nous changeons le 7 en 6, nous allons avoir un truc énorme. On va dépasser de loin les 5%. Voilà, c'est 16 et plus %. Ce qui fait que on est obligé de nous limiter à cette valeur 7 comme valeur de cas, puisque si on va jusqu'à 6, alors là, c'est une erreur énorme. Donc, le choix qui s'impose, c'est k est égal à 7, puisque là, c'est la valeur qui approche 5% par dessous, telle que je l'ai proposée tout à l'heure. Alors, alpha 0 est égal à 0,05%, on choisira C1 tel que on est ceci, cette égalité-là. Donc C1 c'est 0,2 et voilà. Maintenant qu'on a C1, on a un partage tel qu'on l'avait dit tout à l'heure. Voilà R qui est la zone de rejet. C'est l'ensemble des valeurs de notre statistique T tel que T est supérieur à 0,7. Il faut avoir plus de 7 piles sur 10 pour rejeter H en faveur de K. Donc, d'après cette règle de décision, même si en lançant cette pièce 10 fois et j'obtiens 7 fois pile, ce n'est pas du tout une évidence contre le fait que la pièce est équilibrée. C'est 8 ou plus, c'est plus de 7 qui sera une évidence contre l'équilibre de la pièce. Donc, il faut faire un petit peu attention. Ce n'est pas du tout, c'est évident quand c'est très loin, mais sinon, ce n'est pas toujours évident. Donc, on a choisi la statistique T et on a déterminé C1 qui permet de partitionner, de partager l'ensemble des valeurs de T en une zone d'acceptation A, la voilà, et une zone de rejet R, la voilà. R, donc les deux semblent être complémentaires. Là, c'est inférieur ou égal, mais là, c'est strictement supérieur. On a ainsi élaboré une règle de décision. Donc maintenant, il suffit de réaliser l'expérience, de voir la valeur de T et de voir dans quel ensemble elle est. Si elle est là, la pièce est équilibrée. Si elle est là, la pièce est déséquilibrée, mais dans le sens de favoriser pile par rapport à face. Alors, on peut tester H contre K2, c'est-à-dire n'avoir aucun soupçon et chercher tout simplement à vérifier est-ce que notre pièce est équilibrée ou déséquilibrée, dans le cas contraire. P est égal à 1,5 ou P différent de 1,5. Dans ce cas, ce sont les grandes et les petites valeurs de T. Contrairement à tout à l'heure, ce sont les grandes proportions et les petites proportions qui présentent une évidence contre notre hypothèse H. Rappelons que la plus grande valeur et la plus petite valeur possible de T
sont 1 et 0. Après tout, t, c'est une proportion. Donc le t est égal à 1, ça veut dire qu'on a observé que des piles, et le t égal à 0, ça veut dire qu'on a observé que des faces, et ce sont les valeurs extrêmes que peut prendre t. Dans ce cas-là, la règle de décision, elle est la voilà. On rejette h quand t moins 1,5, mais en valeur absolue, est grand. Ça veut dire t très petit ou t très grand. Le nouveau ici, par rapport à tout à l'heure, c'est qu'il y a une valeur absolue. Parce que dans le cas précédent, on rejetait pour des t grands, mais ici, on va rejeter pour des t soit très grands, soit très petits, parce que pour nous, c'est équilibré contre déséquilibré, et nous n'avons aucun soupçon. Nous allons rejeter le fait que la pièce est équilibrée, que ce soit dans le cas où il favorise les piles, ou dans le cas où il favorise les faces. Et pour une valeur choisie de C2, la probabilité que t moins 1,5 en valeur absolue supérieure à C2 est l'erreur du première espèce. Donc, il suffit maintenant de voir que tout se passe de la même façon, sauf qu'on a une valeur absolue. On prend la valeur de C2, vérifions ceci. Donc, si vous voulez, si le t à l'extérieur de cet intervalle devait être égal à alpha 0, dans l'intervalle, c'est 1 moins alpha 0. Bien évidemment, quand c'est possible, puisque j'ai dit que dans le cas discret, les choses ne sont pas toujours possibles. Alors, dans le problème de test unilatéral, h contre K1, on rejette quand h quand t est grand. On dira que le test lui-même est unilatéral. Donc, pour une hypothèse unilatérale, le test qu'on a proposé ici est lui-même unilatéral, puisqu'il rejette pour t d'un côté d'une valeur. Pour tester h contre K2, qui était une hypothèse bilatérale, le test proposé rejette h quand t est grand ou petit. Donc, pas uniquement d'un côté d'une valeur, mais à l'extérieur d'un intervalle. On dira que le test est bilatéral. Donc, bien que jusqu'à maintenant, nous n'avons pas élaboré les choses sur des notions mathématiques sophistiquées, nous avions tout simplement essayé d'utiliser l'intuition et le bon sens, nous voyons que finalement, pour une hypothèse et une alternative unilatérale, le test adapté serait lui-même unilatéral, et pour une situation bilatérale, le test adapté serait lui-même bilatéral, parce que de toute façon, il va suivre les proportions dans l'échantillon, va suivre à peu près les proportions dans la population. Alors, la recherche de la constante C1 repose sur le calcul de cette somme, parce que nous avions vu que c'était cette somme qui représentait l'erreur du première espèce si on suppose que P est égal à 1,5, qui pourrait être assez longue comme démarche. Cette somme-là, elle peut contenir énormément de termes. Les termes sont connus, on les a explicités, parce que NT est une binomiale. Sous l'hypothèse attestée, le paramètre P est égal à 1,5, donc les calculs, les expressions, on les a. Mais la somme se fait sur tous les i supérieurs à K. Rappelez-vous le K, c'est le K qui nous encadre l'expression en fonction de C et de N, avec K d'un côté et K plus 1 de l'autre. Donc, ça pourrait être assez lent. Alors, on verra dans le chapitre suivant comment traiter le cas où N est grand. Nous n'allons pas faire les calculs de cette façon-là pour éviter la longueur des calculs, éventuellement l'encombrement, ce n'est pas l'impossibilité, mais nous allons proposer un petit détour qui va nous permettre de nous éviter de faire ces calculs qui pourraient être un petit peu longs. Et heureusement qu'il y a toujours une solution en statistique pour des problèmes et que les choses restent compréhensibles. Il n'y a rien d'extraordinaire. Alors, avant de clore cette leçon, je crois que l'essentiel pour nous, et nous allons le voir au fur et à mesure que nous faisons des tests à des situations pratiques, que dans une situation de test, nous avons une hypothèse et une alternative. L'alternative ne se détermine pas automatiquement comme étant le contraire de l'hypothèse. L'alternative peut se déterminer à partir de
certaines connaissances sur le phénomène à tester. Tout à l'heure, j'avais testé P est égal à 1,5 contre P supérieur à 1,5 ou P égale à 1,5 contre P différent de 1,5. Donc, c'est à moi de voir en fonction de la situation. Le fait qu'on a ça, on est face à deux erreurs. Nous avions déjà vu que notre désir, c'est de réduire ces deux erreurs. On n'a pas pu. Donc, nous sommes obligés de traiter le problème de manière asymétrique et de privilégier une erreur par rapport à une autre. Eh bien, c'est vraiment les fondements de la théorie des tests d'hypothèse et c'est ce qu'on va appliquer de manière pratique maintenant au fur et à mesure que les leçons progressent. Donc, avant de nous quitter, je vous demande que si vous avez des questions ou si vous éprouvez le besoin d'avoir quelques exercices pour vous entraîner, il suffit de vous référer au site web